إذا يسعد الائتلاف الوطني من أجل الملكية البرلمانية الآن أن يفتتح هذه السلسلة الثانية من الموائد المستديرة لثلاثاء الملكية البرلمانية بهذه المائدة المستديرة التي يستضيف فيها كل من الأستاذ إدريس بن علي طبعا الذي يتحفون بمقالاته من حين لآخر، المقالات ذات النظرة الثاقبة في التحليل والتمحيص للواقع المغربي. أيضا معنا الأستاذة الباحثة والناشطة النسائية التي لا تكل عزيمتها أبدا، لطيفة بوحسيني. إذا الائتلاف الوطني الملكي البرلماني الآن اختار كعنوان عريض وعام لهذه الموائد السلسلة الثانية من الموائد المستديرة راهن وافاق حركة ديمقراطية المغرب بعد سنة من انطلاق حركة 20 فبراير. هذه الحركة التي حركت بركة إن لم نجزف بالقول بركة آسنة، وبثت الروح في أوصال الحركة الديمقراطية وكل القوى الطامحة إلى الديمقراطية وإقرار الحريات والمساواة. إذا نبدأ هذه المائدة المستديرة، وأعتقد نبدأ بالأستاذ إدريس بن علي. نديرو جوج عيادات نديرو لا كالون خياري كان. ولكن تسمح لي أنني سوف أتحدث بالفرنسية. بعض الأحيان غادي نعرب باش تكون الأشياء سهلة، لكن أنا بالسي المدني يعني قبول toutes les langues sont permises sauf la langue de bois. Je vais ne pas utiliser la langue de bois. Alors, ce que je veux dire par là, c'est juste quelques réflexions, parce qu'on m'a dit que c'est une table ronde, hein, et par conséquent, ce sont quelques idées à émettre, disons, suite à ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est-à-dire le 20 février, ses conséquences et les perspectives. Alors, mon propos, dans un premier temps, c'est d'abord de faire l'état des lieux rapidement, sans s'attarder là-dessus. L'état des lieux, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Dans quel état on se trouve aujourd'hui, une année après le 20 février? C'est la première question. Alors cette question, il faut bien le dire, le 20 février nous a apporté beaucoup d'éléments nouveaux. Tout à l'heure, on vient de le citer. D'abord, dynamiser la vie politique. Hein? Dynamiser la vie politique, une vie politique qui était morte, animée par une classe politique domestiquée, hein? Complètement apprivoisée, et avec un jeu, des règles du jeu bien définies et fortement contrôlées. Alors le 20 février a fait sauter ces tabous, a donné lieu à une donnée nouvelle, c'est-à-dire dynamique. Une dynamique qui a fait naître d'autres acteurs économiques qui sont venus sur la scène politique et qui continuent aujourd'hui à jouer un rôle essentiel dans la vie politique. Deuxième chose, c'est toucher de nouvelles couches de la société qui ont manifesté au cours des 10 dernières années pratiquement une indifférence à la vie politique. Une indifférence, bien entendu, relativement vigilante, puisqu'ils étaient là, ils observaient. Et les élections de 2007 ont montré cette indifférence à l'égard de la politique telle qu'elle était pratique. Et du coup, on a constaté que le Maroc souffrait de 3 ou 4 crises. Une crise du politique, une crise de leadership et une crise de l'élite. Ces 3 éléments ont abouti à la crise essentielle qui est la crise de confiance. La confiance disparue et par conséquent personne n'était crédible dans la vie politique. C'était un peu les choses qu'on retrouvait. Troisième élément, alors de ce qu'on a constaté le 20 février a donné lieu à un élément essentiel quand même, c'est la naissance de nouvelles forces politiques. Ce qui est intéressant, c'est pour la première fois on assiste à la naissance de ce qu'on appelle des contre-pouvoirs réels à partir de la base. Alors ça veut dire quoi ça? Jusqu'à présent on a parlé de contre-pouvoirs réels, les partis, les syndicats, la société civile, mais on voit que le Marocain depuis un temps commence à se manifester, disons en tant que tel. Hein? D'abord commence à s'affirmer. Ce qui est important, c'est que cette affirmation montre une chose, c'est que l'individu se libère par rapport à la société civile.
par rapport à la société, pardon, globalement. Le Maroc, jusqu'à présent, a vécu avec une caractéristique sociologique, c'est la dictature de la société sur l'individu. On ne peut pas parler de démocratie dans une société pareille. La notion de citoyenneté ne peut pas apparaître dans une société où le citoyen n'existe pas. Or, le citoyen, c'est déjà l'indépendance vis-à-vis de la société. C'est-à-dire la société patriarcale, avec ses normes, avec ses valeurs, a cessé d'exercer, je dirais, une certaine dictature sur l'individu. Parce que qui dit individu dit liberté, dit choix, et par conséquent, la citoyenneté qui est en train de naître. Plus encore, on a commencé à assister à une naissance de contre-pouvoir réel à partir de la base. Les Marocains ont commencé à se libérer de la peur. On voit les gens manifester, on voit les gens se exercer, plutôt défendre leurs intérêts, et parfois même à l'échelle individuelle. J'ai tout à l'heure cité un exemple que j'ai à l'époque écrit dans le journal, c'est la fameuse veuve de Ait Ayesh, une veuve qui vivait avec 4 enfants. Et du coup, le propriétaire a décidé de la mettre dehors avec ses enfants. Elle est allée voir le pacha pour se plaindre auprès de lui. Quelle était la réaction du pacha? Il lui a dit, allez à la forêt avec vos enfants. Réponse essentielle, je n'ai pas de temps à vous consacrer, réponse de type marsanien. La femme, au lieu d'avoir le comportement traditionnel, aller pleurer, etc., demander que Dieu intervienne, etc., non, elle a pris ses enfants, elle a pris ses biens, ses petits meubles, elle est venue s'installer à la porte du bureau du pacha. Le mouvement du 20 février est venu l'épauler, les habitants sont venus les soutenir, et le soir, quand le pacha est arrivé, il était étonné de voir tout ce monde-là. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà, vous avez insulté la femme, maintenant vous allez vous excuser. Comment le pacha, le marzan, va s'excuser auprès de vous? Il n'en est pas question. Ça a duré 2 heures, et il s'est excusé auprès de la femme. Quand il a terminé de s'excuser, elle dit maintenant, vous allez résoudre ces problèmes. Ah, ben oui, vous allez lui trouver un jeu. Je trouve que c'est extraordinaire. Cette femme est le symbole même d'un nouveau Maroc qui est en train de naître. C'est-à-dire, on n'accepte plus les réactions traditionnelles de type ni fataliste, ni etc. Mais par contre, on s'affirme et on défend ses intérêts. C'est une culture nouvelle. C'est cette culture-là qui permettra dans l'avenir de faire éclore ce qu'on appelle une société civile réelle en défendant ses intérêts à la base. Et ça, c'est aussi un élément essentiel. Alors, la naissance de contre-pouvoir réel, l'affirmation de l'individu en tant que tel, cela étant, évidemment, le 20 février, il y a des faiblesses. Évidemment, chaque médaille a son revers. Alors, d'abord, le mouvement du 20 février est un mouvement hétéroclite. On ne peut pas dire, ça tout le monde le sait. Ça va du romantique, en passant par, disons, les mouvements gauchistes de type tant pis pour la réalité, jusqu'à finir avec l'extrême droite conservatrice. Hein? Alors tout ce monde-là se trouvait évidemment dans ce mouvement du 20 février. Il est évident que le côté positif, c'est le côté mobilisateur. Le côté négatif, c'est cette hétérogénéité qui ne permet pas évidemment d'aller loin. Alors du coup, je crois que même le système a poussé, on dirait, amplifier certaines idées assez primaires et faire en sorte que ces idées deviennent en soi un argument. La jeunesse, c'est très bien, et on commence à gonfler la jeunesse en bloc. La jeunesse, c'est ce qui va faire le pays, tout ça c'est très bien. Seulement, la jeunesse telle qu'elle s'est exprimée à l'état brut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on disait que les jeunes, ce sont eux qui vont résoudre le problème du pays, ce sont eux qui vont faire. Et que la jeunesse devient du coup, je parle de la jeunesse biologique. Or en politique, la jeunesse biologique n'est pas la jeunesse politique. Ce sont deux choses différentes. Il y a bien des gens, et je me suis dit, tiens, puisqu'on parle beaucoup de jeunesse politique, de jeunesse tout court, biologique, je me suis penché sur le sujet. J'ai trouvé que les grands hommes du monde, les derniers au cours des 50 années, ceux qui ont permis à leur pays d'évoluer sont tous des vieillards.
Ça va de Roosevelt aux États-Unis en passant par Churchill, De Gaulle, Deng Xiaoping, et j'en passe. Et tous les jeunes étaient des chefs d'État arabes. Ils étaient tous jeunes. Et c'était le désastre. C'était évidemment... Alors là, pour dire évidemment comment les choses se passent. Ça veut dire que la jeunesse n'est pas un argument de soi. Hein? C'est bien, ils ont dynamisé la vie politique, mais ce n'est pas tout à fait ça. Maintenant, le deuxième élément, c'est les hommes politiques qui font la politique, je dirais, soit avec l'éthique ou la morale. Hein? C'est bien de faire avec la morale, mais la politique, c'est l'art du possible. C'est la capacité de présenter des solutions, et tout en restant ferme sur les principes. Il ne faut pas être rigide, il faut être en mesure de présenter des alternatives crédibles et se donner une visibilité pour avancer dans un certain sens. Certains mouvements politiques se croient la conscience de ce peuple. Non. La conscience, ça peut être un homme sage, etc. Ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être à la limite une pensée philosophique. Mais un politique, non. C'est celui qui est capable de présenter des alternatives et ces alternatives puissent permettre à la société d'avancer. Le Maroc est à la porte de la modernité depuis 2 siècles et il n'arrive pas à l'ouvrir. Depuis la première constitution, depuis, je dirais, au début du 20e siècle, et ça n'arrête pas. À chaque fois, on pensait que le Maroc allait faire le pas décisif et ce pas n'arrive pas. Alors pourquoi? Évidemment, c'est dû à plusieurs raisons, parmi lesquelles les raisons que je viens de dire. Certains partis doivent comprendre que si on ne s'accroche pas à la réalité, si on ne présente pas d'alternative à la réalité, ben c'est elle qui se venge finalement. C'est-à-dire celle qui vous marginalise et qui vous réduit à rester un éternel exclu de la vie politique. Ce pays a besoin d'une visibilité. Par conséquent, les gens qui sont pour tant pis pour la réalité, non. Alors la troisième catégorie, toujours parmi les, je dirais, certaines tendances de gauche, c'est de faire la politique avec des rancœurs. On ne fait pas la politique avec des rancœurs. Je sais que parfois, il y a toujours une charge de subjectivité qu'on traîne avec soi, mais la politique ne se fait pas avec des rancœurs. Elle se fait aussi avec des propositions claires. Le meilleur moyen d'avancer, ce n'est pas d'oublier ce qu'on a fait, ce qui est arrivé, mais de chercher à le capitaliser autrement. Alors, quelles sont les perspectives? Quelles sont les perspectives et quelles sont les possibilités qui permettent, enfin, parce qu'il faut parler de perspectives, il ne faut pas rester simplement au niveau de certains constats. Bien, ma réponse est d'abord celle que Tocqueville a dit une fois. La politique, ce qu'il y a de difficile en politique, c'est d'apprécier et de comprendre ce qui se passe sous nos yeux. Et c'est ça ce qui est difficile. On a l'impression de comprendre une réalité qui se passe devant nos yeux, mais on risque de passer à côté de la plaque. Ceci étant, on a le droit aussi de fournir des réponses rapides à une situation difficile. Au Maroc, il y a une lame de fond qui est en train de secouer la société. Elle est en train de la secouer en profondeur. Elle est en train de secouer la société, mais elle se heurte d'abord à l'élite traditionnelle, qui a fait cause commune avec le régime, avec le Marzin. L'élite traditionnelle, l'élite politique qu'on a, quand je dis l'élite traditionnelle, c'est l'élite des partis politiques, des partis officiels, des partis qui agissent. Cette élite-là, avec le temps, a fini par, je dirais, être apprivoisée et ne pense son avenir que dans le contexte actuel. C'est-à-dire un contexte qui est fortement défini par le système. Or, le système, je crois que la définition a été faite depuis longtemps.
a été faite depuis longtemps et ça me rappelle la fameuse phrase de Mohamed Ben Abdallah au XVIIIe siècle. Mohamed Ben Abdallah que Hassan II a repris. Quand un explorateur d'origine germano-polonaise lui a demandé quelle est pour vous la conception de la politique, quelle est pour vous, comment vous concevez la gestion des hommes, la réponse était claire. Et je crois que ça résume tout le Marzen. Pour moi, les hommes sont comme des rats dans une cage, il faut les agiter en permanence pour les empêcher de faire des trous. Et l'agitation en soi devient une manière de travailler. Et Hassan II l'a dit dans une conférence en Arabie Saoudite, en termes simples. Donc, il faut créer l'événement artificiel de manière à envoyer cette élite vers des batailles de seconde zone. Et les batailles de seconde zone, c'est parce qu'il manque chez nous. Au point où on passe l'essentiel de notre temps à, je dirais, nous noyer dans des verres d'eau, au lieu de penser l'essentiel. Alors, et du coup, on a raté plusieurs rendez-vous historiques. Je ne vais pas remonter à l'âge biblique. Je crois que la première fois, on a dit que le Maroc a raté un rendez-vous historique, c'est déjà au XVIe siècle, lorsqu'on a tourné le dos à la mer, alors que l'enjeu était là. On ne l'a pas perçu. Je crois que c'est Monsor Dabi qui pensait que l'enjeu était encore du Moyen-Âge. Il a fait une expédition vers Tombouctou à travers les mulets et les dromadaires, alors que les Portugais ont déjà détourné la route de l'or par les caravelles. Alors, rien pigé dans cet enjeu. Deuxième fois, on n'a pas pigé encore l'enjeu, c'est le 19e siècle, la fin du 19e, début 20e. On a raté encore le coche, on a été colonisé. Et si parfois même, je dirais au 19e siècle, on a gagné un peu de temps. Aujourd'hui, bien sûr, on le met sur le compte de notre manière de voir les choses, mais on a gagné du temps. Je dirais parfois c'est le hasard qui nous a fait gagner du temps. Parfois c'est nous, parfois c'est le hasard. La bataille des Trois Rois nous a fait gagner 2 siècles. On pensait que le Maroc était une grande puissance militaire. Il y avait quelques rapports d'espions, notamment anglais, qui disaient le contraire. Mais il y a la bataille des Trois Rois qui nous a sauvés. Il y a la découverte de l'Amérique, et qu'on s'est détourné un peu des guerres napoléoniennes, et même la bataille d'Isly, le Maroc était à la portée de la France. C'est le consulat qui a stoppé le processus parce que l'Angleterre pensait échanger le Maroc contre l'Égypte. Alors, ça veut dire qu'on traîne la décadence et le retard depuis longtemps. Il ne faut pas se faire d'illusions. Et je crois que tous les historiens l'avaient compris quand il a parlé du 19e siècle, c'était lamentable. Le Maroc du 19e siècle était nettement plus en retard que le Maroc des Almohades, sur le plan économique et social. Donc, n'oublions pas, il y a pas mal de rendez-vous qu'on a ratés de cette manière. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Là, aujourd'hui, les événements de printemps arabe est arrivé, on est en train, on veut nous faire rater. C'est ça la question. Le Marzen a réussi une manœuvre qui, pour l'instant, marche très bien pour lui. Il a gagné du temps. Il a gagné du temps parce que face à lui, il n'y a pas une organisation structurée capable de capitaliser ce qui existe. Il n'y a pas une structure capable de capter et de capitaliser. 2, il n'y a pas une plateforme claire autour de laquelle se nouent les alliances et se définissent des engagements. 3, il n'y a pas un agenda de travail qui permet, un agenda précis qui permet d'avancer. L'absence de stratégie et du coup, l'enjeu majeur d'aujourd'hui est on est en train de passer à côté. Quel est l'enjeu majeur? L'enjeu majeur, c'est de déposséder, de faire en sorte qu'un seul acteur ne monopolise pas l'initiative. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul acteur qui monopolise l'initiative dans ce pays. C'est un enjeu majeur aujourd'hui. Il faut, quand je compare le Maroc d'aujourd'hui avec les années 60, ben, il n'y avait pas
les années 60, il n'y avait pas un acteur seul qui monopolisait l'initiative. Il y avait des pouvoirs, des contre-pouvoirs réels, des partis. Je ne parle pas de leurs erreurs politiques, mais il y avait des partis sur le terrain qui obligeaient le système à tenir compte de leur position, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est qu'après tout ce qui s'est passé, on revient au point de départ. Aujourd'hui, bon, on a parlé de constitution, réforme constitutionnelle, on a parlé des élections. Qu'est-ce qui a changé fondamentalement? En dehors d'une réforme cosmétique destinée évidemment à plus ou moins gagner du temps. Qu'est-ce qui a changé? Eh bien, d'abord, le système est revenu au point de départ. Le cabinet royal reprend ses fonctions avec les gens qui ont été dénoncés par les manifestants. Ce sont eux qui sont aujourd'hui les tenants du pouvoir. Les partis politiques, quelques-uns ont bradé ce qu'il leur reste comme crédibilité. Aujourd'hui, on peut parler plutôt de fonds de commerce plutôt que des partis politiques ou des bureaux de placement pour cadres supérieurs. Ce qui est regrettable. La vie politique elle-même est totalement cadenassée avec, évidemment, je dirais, des verrous sur un certain nombre d'aspects qui ont été acceptés. Et chose nouvelle, l'émergence de forces qui étaient jusqu'à présent, certes présentes sur le terrain, mais qui se sont appropriées les acquis du mouvement du 20 février. Je parle par exemple d'un parti comme le PJD qui ne pensait pas évidemment arriver au pouvoir si tôt et qui se trouve aujourd'hui au pouvoir grâce à ce qui s'est passé. Alors évidemment, le PJD aujourd'hui, pour certains, c'est arrivé là-bas parce qu'il y a un vote, sanction, il y a ceci, il y en a même qui pensent qu'il peut faire des choses. Mais je crois que le constat, c'est que pour l'instant, le 20 février a perdu l'initiative, elle s'est affaiblie et aujourd'hui, sans disparaître, évidemment, j'ai oublié de le dire, ça reste présent. Il y a une capitale latente qui est ici, qui attend une organisation, une structure capable de capitaliser. Ce capital a besoin d'une structure, d'une organisation, d'une stratégie et d'un leadership. Ce pays n'a pas de leadership fort. Et je crois que la logique monarchique, c'est d'empêcher un leadership fort de voir le jour. C'était tout le travail. Je crois que toute la lutte de Hassan II était faite pour éradiquer le leadership qui puisse faire ombrage à la monarchie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de leadership apparent, fort, et capable de présenter une alternative. Et il y a une lame de fond, il y a des potentialités, il y a des capacités, il y a une société qui a totalement changé, qui s'est urbanisée, n'est plus rurale, elle est plus individuelle, moins collective, elle s'autonomise indépendante, elle devient de plus en plus indépendante, elle devient plus frondeuse que ne l'était avant. Ce sont des éléments essentiels sociologiquement qui peuvent être capitalisés par un mouvement à la base. Ce mouvement n'existant pas. Alors, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ce que j'ai proposé tout à l'heure, une organisation structurée, des perspectives, capable de capitaliser ce qui existe, un leadership fort, et capable et crédible, des hommes politiques qui sont capables de dépenser, ou des mouvements, leurs égos, de dépasser leurs égos et de présenter une alternative et une unité essentielle, définir les alliances de manière, je dirais, objective, stratégique, avec les différentes étapes permettant à la société, évidemment, d'arriver à ces objectifs, essayer de reprendre l'initiative là où le mouvement du 20 février l'a laissé. Le mouvement du 20 février a permis
de prendre une certaine initiative. Elle l'a ratée parce qu'elle n'était ni organisée, ni structurée, ni capable de présenter d'alternative. Donc, dépasser le romantisme et se donner une représentation réelle et directe. Remodeler la gauche ou le mouvement moderniste de manière générale, c'est une essentielle. Soit créer carrément une organisation nouvelle, soit à travers les forces présentes sur le terrain, je dirais moderniste et de gauche, essayer de faire une nouvelle organisation, une organisation capable de présenter une alternative crédible dans la situation actuelle. Définir l'alliance réelle avec les islamistes. Est-ce qu'au stade actuel, les mouvements modernistes en ont besoin? Je crois que le 20 février a montré une chose, que quand tu es seul, c'est une faiblesse. Travailler avec le mouvement islamiste, certes c'est une force, mais qui comporte des problèmes. Il y a des étapes dans l'évolution d'un... Je crois que je ne vais pas remuer un certain nombre de choses, mais les analyses stratégiques de Lénine sont intéressantes, ne serait-ce que pour les résultats qu'ils ont pu donner sur le terrain. Il y a des étapes, et chaque étape, il y a des alliances à définir. Il faut préciser les principes de base. Qu'est-ce que c'est qu'une modernité pour une société comme la nôtre? Il n'y a pas de société qui vit sans idéologie. Il faut une idéologie réelle, renouvelée, avec des analyses précises qui tiennent compte de l'évolution à la fois de la société et du réel. Le Maroc a besoin de passer d'un stade à l'autre. Quel est le stade où on était? Le stade marzanien est caractérisé par 3, je dirais, triangles. Premier triangle, c'est les 3 éléments, le Bay'a, le Ta'a, le Hubra. Deuxième, ça, c'est premier. Ceci donne naissance à une société patriarcale, une culture autoritaire et de la peur, et un pouvoir politique transcendantal. Puisque dans la Constitution, le roi était sacré, il est moins aujourd'hui, mais bon. Il faut donc passer à une société qui doit... Alors, sur le plan économique aussi, il faut dépasser une société qui repose sur 3 éléments. La rente, ce qu'on appelle le façade, et le hamza. Les 3 éléments qui caractérisent la société marocaine aujourd'hui, qui prétend être une économie libérale, tout en faisant du marché simplement un phénomène résiduel, pas l'élément essentiel. L'élément essentiel se tourne autour de ça. Il faut donc passer à une société moderne. Donc, société moderne, l'affirmation de l'individu et du citoyen. On ne peut pas parler de liberté si l'individu n'existe pas en tant que tel. La notion de liberté est liée à l'individu. De passer d'une culture de la dépendance à une culture d'autonomie et de l'indépendance, qui est liée à l'individu. Et 3, il faut appuyer les contre-pouvoirs réels qui sont en train de naître à la base. Alors ceci est possible, pourquoi? Parce qu'il y a un autre triangle aussi qui se profile à l'horizon et qui est en train de jouer en faveur des démocrates et des mouvements démocratiques. C'est l'ouverture sur l'extérieur et le fait de s'inscrire dans la mondialisation, ne serait-ce qu'aujourd'hui, les technologies, on l'a vu, le rôle de l'Internet et du Facebook dans le mouvement, alors sans parler de la parabole, c'est un élément essentiel. 3, briser, alors, une culture, développer une culture du mérite et de la compétence, et la mise en place, évidemment, d'une économie moderne. Alors, donc, la démocratie a d'excellentes perspectives, potentiellement. Les mouvements qui peuvent, évidemment, capitaliser ce qui existe peuvent jouer un très grand rôle. Mais c'est là le problème. Comment, aujourd'hui, capitaliser ce qui vient d'être créé par le 20 février? Autrement, ce capital risque de dégénérer parce qu'aujourd'hui, le Merzen a une alternative.
Je pense que le scénario actuel, c'est d'aider le PJD momentanément à passer ces 5 années, tout en mettant ses œufs dans 2 paniers. C'est-à-dire une opposition marzanienne, organisée par le PAM d'un côté et l'UCP, voir qui va réussir à mordre sur l'électorat et la population pour présenter une alternative d'avenir. Ce scénario est en train de se mettre en place. Est-ce qu'il va réussir? C'est une autre histoire, parce que à l'intérieur de ces organisations, le PAM est très discrédité aujourd'hui. L'UCP a montré une incapacité structurelle à se régénérer. Et qu'on continue encore à être dominé par, je dirais, une élite d'antan, par des curiosités archéologiques, sont peu prêtes à accepter des changements et, je crois, épaulées en haut lieu pour ne pas perdre le contrôle de la situation. C'est un enjeu majeur aujourd'hui. Un deuxième enjeu, c'est comment se débarrasser de 3 choses. Se débarrasser de la dépendance politique et accéder à l'indépendance politique. Aujourd'hui, un parti indépendant est une grande révolution au Maroc. 2, se débarrasser de l'emprise économique, donc de la rente, qui bloque la société fort, de manière générale. Et 3, une autre contrainte, il faut bien le dire, la religion, qui est une contrainte majeure pour avancer. Alors évidemment, c'est une discussion, je dirais, si on est cynique, quelques cyniques diront tant mieux que le PJD arrive au pouvoir en pleine crise, ça permettra de ne plus en parler dans quelques années. C'est une hypothèse qui est peut-être très optimiste. Parce que c'est vrai que le PJD arrive dans une conjoncture difficile, à la fois interne et externe. Ces résultats, on ne sait pas comment il peut le faire, mais il peut être aidé aussi par le régime pour quelques données. Alors évidemment, si je prends simplement la situation économique, je pense qu'il ne peut pas faire grand-chose. Il commence déjà à relancer une grande partie de son programme. Sur le plan sociologique, évidemment, les moyens manquent. Il reste à faire des choses essentielles dans le domaine de la gouvernance. Est-ce qu'on peut le laisser faire? Dans le domaine de la gouvernance, la première chose, c'est ce que les manifestants ont demandé, c'est ce que lui-même a revendiqué, c'est la lutte contre le façade. S'il est capable de s'attaquer au façade, ça veut dire qu'il s'attaque au régime. Et dans ces conditions, on ne peut que le féliciter. Voilà, je vous remercie de votre attention.